Connaissez-vous le jeu Donjons et Dragons? Ce jeu de rôle sur table existe depuis bien longtemps, mais depuis quelques années, il connaît un essor de popularité impressionnant. Personnellement, bien que je connaissais le jeu, jamais je n'avais pu y jouer. Mais les 2 dernières années nous ont permis d'explorer de nouveaux loisirs. Certains ont fait du pain, d'autres se sont mis au tricot. Pour ma part, je me suis permis de plonger dans l'univers entourant ce jeu de rôle. Je vous propose donc aujourd'hui d'explorer avec moi quelques pistes de réflexion qui pourraient expliquer la popularité exponentielle du jeu. On découvre donc aujourd'hui le pourquoi du comment, qu'est-ce qui fait que Donjons Dragons, près de 50 ans après sa création, soit toujours aussi populaire. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que Donjons Dragons, aussi appelé D&D? Eh bien, c'est un jeu de rôle sur table où il y a 2 rôles possibles à jouer autour de la table. Donc on est soit dans la chaise du maître du jeu ou dans celle du joueur. En tant que maître du jeu, vous serez celui qui mettra les joueurs en scène. Il place l'environnement, agit comme un arbitre et joue tous les autres personnages que les joueurs rencontreront. Pour ce qui est des joueurs, ils créeront leurs propres personnages selon des races et des classes disponibles dans la documentation du jeu. Ces races peuvent être, par exemple, un humain, un elfe, un orc, un géant, un nain, bref, des races très classiques dans l'univers fantastique. Et puis d'autres qui seront un peu plus spéciales, qui sont très typiques à l'univers de Donjons Dragons, comme les Kenku par exemple, qui sont des oiseaux géants qui ne peuvent pas parler, mais ils peuvent seulement répéter ce qu'ils ont entendu en utilisant la voix de celui qui le dit originalement. Ou encore, on pourrait jouer un tabaxi, qui sont des êtres à mi-chemin entre un chat et un humain. Bref, le choix d'une race est à la discrétion du joueur et du maître du jeu, car certaines races ont des réputations plus ou moins bonnes, ou alors elles sont tout simplement plus rares dans certains environnements. C'est un jeu de rôle, donc les joueurs vont jouer le rôle de leur personnage. Ils entrent dans leur peau pour ainsi dire. L'imagination et l'improvisation sont donc des parties intégrantes du jeu. Le maître du jeu agit comme arbitre car il y a quelques règles. En fait, il y a plusieurs règles à suivre. Ce sera donc un arbitre, entre autres dans les scènes de combat, mais aussi durant des moments narratifs où les joueurs peuvent interagir et intervenir avec des personnages non jouables qui peuplent l'univers dans lequel l'aventure se déroule. Ce jeu de rôle se joue avec des dés. Ceux-ci vont servir à déterminer si une action est réussie ou non. Par exemple, pour une attaque, on va lancer un dé avec 20 faces et on va comparer le chiffre obtenu avec la classe d'armure de la personne qu'on essaie d'attaquer. Mais on va aussi se servir des dés pour déterminer si des actions narratives sont réussies ou non. Par exemple, si moi, comme personnage, je veux courir et sauter par-dessus une rivière, est-ce que j'en suis physiquement capable? Donc, on va lancer un des 20, on va ajouter notre modificateur d'athlétisme, et c'est ce qui va nous permettre, en fait, qui va permettre au maître du jeu de déterminer si je réussis ou non. Et des dés, il y en a plusieurs. En fait, celui qu'on utilise majoritairement est le dé avec 20 faces, mais il y en a 6 autres. Ils sont utilisés à travers différentes situations dans le jeu, par exemple pour déterminer la quantité de dommages fait à un ennemi après l'avoir touché. Pour une dague, on lancera un dé avec un 4 côtés et on y ajoutera d'autres modificateurs selon votre classe. Les dés apportent quelques particularités au jeu. Par exemple, on célèbre toujours lorsqu'on obtient un 20 sur un des 20, car ça signifie que nous avons fait un coup critique. En combat, ce coup va faire le double de dommages. L'inverse est cependant vrai. L'obtention d'un 1 sur un dé obtiendra un échec critique et le joueur ne pourra pas réussir son attaque. Ici, ces particularités sont présentées dans un contexte de combat, mais ils sont aussi valables lors d'un point de vue narratif pour montrer un succès fulgurant ou un échec cuisant. Une campagne de Donjons Dragons est composée d'une succession d'aventures. Ce sont donc un même groupe d'aventuriers qui jouent ensemble pendant plus ou moins longtemps. Certaines campagnes peuvent durer des années et pratiquement jamais se terminer, alors que d'autres ont une finalité beaucoup plus rapide. Dans une campagne, les joueurs vont accomplir des aventures qui vont être divisées en sessions de jeu. Ces sessions de jeu sont plus ou moins longues. La majorité vont tourner aux alentours d'un 2 à 3 heures, mais parfois les joueurs peuvent, avec leur maître de jeu, jouer beaucoup plus longtemps, allant même jusqu'à 8 heures.
D&D a été créé en 1974 par Gary Gygax et Dave Henderson. Ce sont deux hommes amateurs de jeux de rôle sur table qui ont décidé de créer un jeu qui assemblait tout ce qu'ils aimaient d'autres types de jeux. Bref, ça a donné une première version qui était à l'époque à la fois plus simple et plus complexe que celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de races, moins de classes et un système de combat qui était emprunté d'un autre jeu créé par un des deux fondateurs. Ils ont aussi initialement publié sous la forme de 3 petits livrets brochés qui se sont vendus extrêmement rapidement, en moins de 6 mois. Ils en ont vendu environ 1000 et ça a continué pour un deuxième, un troisième tirage, un quatrième. Bref, les 2 premières années de publication sont excellentes. À un tel point qu'en 1977, ils ont pu séparer la première version en une version de base et une version avancée. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'ils ont pu avoir des livres avec une couverture rigide. Donc on voit une évolution assez importante du jeu dans les années 70. On va ajouter des classes, on va ajouter des races, bref, on évolue avec nos joueurs, puisque c'est à partir d'eux qu'on obtient une rétroaction pour améliorer les diverses facettes du jeu. Entre 1974 et 1989, il y aura donc quelques évolutions et quelques éditions différentes pour les 2 versions du jeu, et c'est dans les années 90 seulement qu'on va les réunir une fois pour toutes pour ne faire qu'une seule version de Donjons Dragons. Dans les années 1980 et 1990, le jeu de rôle Donjons Dragons est particulièrement populaire chez les jeunes adultes. Ici, on parle surtout d'étudiants des universités et de certains étudiants du secondaire. C'est alors que plusieurs groupes chrétiens aux États-Unis se sont mis à militer contre le jeu, surtout en lien avec leur utilisation de certaines images qui utilisaient un certain niveau de nudité pour représenter des ennemis comme des succubes. Il faut rappeler que les créateurs du jeu s'adressaient initialement à des adultes. Un véritable mouvement a été créé durant les années 80 contre le jeu Donjons Dragons. Il a été associé entre autres avec la disparition et ensuite le décès d'un jeune étudiant de l'Université du Michigan en 1979. En fait, le jeune homme a décidé de mettre fin à ses jours et le détective privé engagé par ses parents pour éclaircir sa mort a fait l'association entre son loisir pour les jeux de rôle et son décès. C'est aussi un deuxième décès survenu en 1982 qui met le feu aux poudres. Un étudiant du secondaire s'enlève la vie. Sa mère attribue son geste à sa passion pour les jeux de rôle. Elle poursuit la compagnie d'édition qui publie les livres sources du jeu, TSR Inc., et lorsque les tribunaux ne donnent pas suite à ses tentatives de poursuite, elle crée une organisation expressément pour militer contre D&D. Elle la nomme la Bothered About Dungeons and Dragons, ou la BAD pour faire court. Cette organisation a fait le tour des manchettes plusieurs fois durant ses années d'activité, même après que de multiples organisations en lien avec la santé aient réfuté le lien de causalité entre le suicide et D&D en 1991. On peut donc immédiatement imaginer que les groupes qui militaient déjà contre le jeu de rôle en ont profité et c'est devenu un véritable mouvement de panique. La BAD a d'ailleurs publié divers dépliants remis aux écoles afin de répandre ce pourquoi l'organisation militait, le bannissement du jeu. Ça s'est répercuté plus tard aussi dans les années 90 et jouer à D&D a longtemps été associé à des personnes qui portaient l'étiquette de geek ou de nerd, ce qui n'était pas nécessairement bien vu à l'époque. Et donc, encore aujourd'hui, bien qu'en moins grand nombre et beaucoup plus marginaux, ces groupes, surtout présents dans le sud des États-Unis, militent contre le jeu de rôle. Ils croient qu'un tel jeu peut laisser une porte grande ouverte pour les démons. Bref, cette panique a certainement contribué à marginaliser les geeks. C'est dans les années 80 et 90 que la peur s'est installée et que plusieurs familles ont sans aucun doute interdit un tel loisir chez leurs ados. Ça a aussi contribué à la marginalisation du jeu et ça a eu une répercussion sur les ventes et la popularité, surtout auprès de nouveaux joueurs. D'ailleurs, cela a pu être confirmé, car en 1997, la compagnie qui détenait les droits du jeu Donjons et Dragons a été rachetée par Wizards of the Coast. TSR était à l'époque sur le bord de la faillite, donc la reprise par Wizards of the Coast a été bénéfique afin de sauvegarder l'héritage de l'un des premiers jeux de rôle sur table. D&D est alors repris et retravaillé pendant 3 ans jusqu'au tournant de l'an 2000. Les nouveaux éditeurs effectuent des modifications afin de sortir une nouvelle édition. C'est cette 3e édition qui tombe à point.
car les modifications apportées facilitent l'accès au jeu. Elles démocratisent l'inclusion des nouveaux joueurs, améliorent la jouabilité, la fluidité des combats, bref, que des choses qui avaient été demandées par les joueurs expérimentés. Wizards of the Coast a depuis apporté d'autres modifications, certaines plus importantes que d'autres. Ils ont entre autres publié la 4e édition en 2004, puis la 5e édition 10 ans plus tard en 2014. C'est d'ailleurs cette 5e édition qui est toujours utilisée aujourd'hui. Énormément de contenu additionnel a été ajouté depuis 2014, dont des aventures différentes, des classes supplémentaires, même des mondes différents. Depuis 2014, la majorité des joueurs de D&D s'entendent pour dire que la 5e édition est sans aucun doute la meilleure. Depuis 2019, Wizards of the Coast voit une augmentation des ventes des livres sources. Il y a 3 livres de base qui sont normalement nécessaires au commencement du jeu, et oui, ce sont les mêmes 3 livres depuis 1974. Ils contiennent les règlements de base ainsi que les outils nécessaires pour commencer à jouer. Il est cependant important de noter que pratiquement la totalité de ces livres se retrouve super facilement sur le web. Tout de même, l'éditeur du jeu a observé une augmentation de la vente des livres de base, ce qui est un signe clair de la démocratisation et de l'accessibilité du jeu. Une nouvelle édition est dans le carton pour Wizards of the Coast. Sa sortie n'est pas encore officialisée, mais il y a une grande date qui s'en vient, le 50e anniversaire en 2024, et la compagnie semble viser cette année-là pour sortir la nouvelle édition. Aujourd'hui, en 2022, Wizards of the Coast dénombrait plus de 40 millions de fans à travers le monde depuis la publication de la 5e édition en 2014. Son chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter d'année en année et depuis 2019, il y a plus de 4 milliards de minutes de Donjons et Dragons qui ont été regardées sur la plateforme Twitch seulement. Afin d'imaginer l'immensité de la popularité de ce jeu de rôle sur la plateforme de diffusion en direct Twitch, prenons en exemple Critical Role. C'est une compagnie de production multimédia qui est fondée autour d'une campagne de, vous l'aurez deviné, Donjons Dragons. Regardons ensemble un peu leur histoire car bien qu'elle soit assez récente, la compagnie a bien évolué depuis sa création. Donc, initialement, Critical Role, ce n'est qu'une émission diffusée sur la chaîne Twitch Geek and Sundry. Cette chaîne diffuse plusieurs types d'émissions en direct sur Internet et elle a été créée avec l'objectif de mettre en valeur du contenu fait par et pour les geeks. Donc Critical Role commence à diffuser leur campagne de Donjons Dragons en 2015. Cette campagne est déjà commencée depuis quelques années déjà puisque les joueurs ainsi que le maître de jeu se connaissent depuis plusieurs années. Ils sont tous des acteurs américains particulièrement connus pour leurs travaux dans le domaine du doublage, entre autres le doublage des jeux vidéo. Donc ils débutent cette première campagne en 2012 pour célébrer l'anniversaire de l'un d'entre eux et ils ont tellement apprécié l'expérience qu'ils décident de continuer. La diffusion en direct sur Twitch commence en 2015 et ils ont immédiatement commencé à attirer des visionnements. Depuis, ils ont complété 2 campagnes, en ont commencé une 3e. Afin de s'émanciper de leur chaîne parente, ils ont fondé l'entreprise Critical Role en 2018, peu de temps après avoir commencé leur 2e campagne. Ils ont depuis migré la grande majorité de leur contenu sur leur propre chaîne YouTube, où ils ont environ 1,65 million d'abonnés. Twitch est cependant la plateforme qu'ils utilisent le plus, et ce depuis leur début. Leur chaîne détient d'ailleurs le record pour la chaîne avec le plus d'abonnés concurrents durant un seul mois. Ce record a été établi lors de la culmination de leur 2e campagne à l'été 2021. Une fuite d'informations maintenant confirmée comme étant véridique par la plateforme Twitch place d'ailleurs la chaîne Critical Role comme étant la plus profitable. Depuis 2019, leur revenu fait sur la plateforme seulement atteindrait les 9 millions de dollars américains. À cela, nous devons ajouter le revenu produit par les publicités, les sponsors ainsi que le profit encouru avec les divers produits dérivés qu'ils produisent. Bref, c'est une entreprise très lucrative. Leur compagnie est polyvalente car en plus de diffuser leur campagne de D&D, ils produisent maintenant des jeux de société, des livres, des bandes dessinées, ainsi que plusieurs autres produits dérivés comme des vêtements, des dés, divers autres objets. Toutes ces productions proviennent du contenu créé lors de leur campagne de D&D. Alors leurs personnages sont mis en vedette, on visite leur origine, leurs aventures qu'ils ont eues à l'extérieur de ce qui a été diffusé en ligne, mais parfois aussi on revisite ce qui a déjà été vu sur le stream en direct. Bref, comme ce sont des artisans de leurs propres histoires, tout est possible. Ils ont même réussi à produire et à diffuser une émission animée inspirée de leur première campagne qui s'est terminée en 2017.
Afin de pouvoir produire les épisodes de la première saison, ils ont eu recours à une campagne de sociofinancement sur la plateforme Kickstarter et ils ont pu récolter plus de 11 millions de dollars américains pour financer leur projet. Cette campagne de sociofinancement fait d'ailleurs partie du top 10 des meilleures campagnes sur la plateforme. Critical Role a amassé 8 fois plus d'argent que ce qu'ils espéraient en lançant la campagne. Après 3 ans de production et un contrat de diffusion avec Amazon Prime Video, la première saison de La Légende de Vox Machina a été diffusée au début de l'année 2022. C'est une saison de 10 épisodes d'environ 30 minutes chacun qui raconte les débuts de la première campagne de D&D faite par Critical Role. La série animée fut un succès auprès des fans et auprès des critiques. Il est d'ailleurs confirmé qu'une deuxième saison sera produite. C'est donc un bon exemple de la popularité de D&D sur une plateforme telle que Twitch et au-delà. Ils ont bâti leur compagnie autour d'un jeu de rôle sur table et aujourd'hui en font leur moyen de subsistance principal. Ils emploient plusieurs personnes en lien avec la production de leur contenu. Ils sont basés en Californie, mais ils ont des fans à travers le monde entier. Reste à voir ce qui sera possible pour eux dans les prochaines années. Et donc, après tout cela, pourquoi est-ce que Donjons & Dragons est aussi populaire près de 50 ans après sa création? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette constante popularité. Il va sans dire que la popularité initiale qui s'est produite par le bouche à oreille à travers les amateurs de jeux de rôle aux États-Unis durant les années 70 était très organique. Le plus petit tirage a sans doute créé un petit effet de rareté. Les initiés ont pu prendre le contrôle de qui pouvait jouer puisqu'on devait être réellement initié à l'intérieur du jeu. Nous savons aussi que durant les années 80 et 90, le jeu continue d'évoluer, mais pas à la même vitesse que durant les premières années. Certaines croyances ont assurément mis des bâtons dans les roues de la popularité du jeu, ainsi que la croyance populaire ou le stéréotype, si vous voulez, selon lequel les gens qui aiment un jeu de rôle comme D&D sont des personnes qui n'ont pas vraiment d'amis et qui ne connaîtront pas de réussite. Bref, on a tous en tête l'image typique d'un geek ou d'un nerd, puis ce n'est quand même assez récemment que de se faire traiter de geek n'est plus voulu comme une insulte. On a vu une montée en popularité et une entrée dans la culture grand public de plusieurs produits qui étaient relativement réservés à la communauté geek auparavant. On peut penser à des films à grand budget tels que les blockbusters tirés de l'univers Marvel. Après tout, avant d'être un film au grand écran, il y a eu bien des pages décrites sur leurs aventures. Bref, ce sont ce type de productions qui ont permis d'émanciper une communauté qui a été pendant plusieurs années mise de côté puisque leur loisir de prédilection n'était pas la norme. Mais cette norme a depuis bien évolué, et les jeunes qui ont grandi dans une société qui permettait d'aimer des produits culturels typifiés geeks ont vieilli et aujourd'hui forment la majorité dans certaines tranches d'âge. C'est donc un changement qui a pris un bon moment avant de s'effectuer, mais qui est maintenant là pour rester. Ce changement de paradigme dans la reconnaissance de ce qui est cool ou non est assurément responsable de la reprise en popularité de Donjons & Dragons depuis l'an 2000. C'est d'ailleurs au même moment que le jeu a réussi à évoluer et à s'améliorer, et donc de démocratiser sa jouabilité. Et ça l'a évidemment grandement amélioré sa popularité puisque soudainement, il était possible de jouer sans avoir été initié par un vétéran. La sous-culture geek est donc de moins en moins cachée, de plus en plus acceptée auprès des jeunes, j'irais même jusqu'à dire que c'est célébré. Ce n'est plus un secret, c'est en fait quelque chose qu'on va mettre de l'avant et qui va être dit avec fierté. On peut d'ailleurs facilement le voir avec la popularité de conventions telles que le Comic-Con, événement qui se déroule sur une fin de semaine et qui permet aux fans de se rencontrer entre eux, mais aussi de rencontrer leurs vedettes préférées, de vivre des expériences en lien avec leur passion. Cet événement est d'ailleurs privilégié pour parader dans des créations de costumes représentant leurs personnages préférés, appelés cosplay. Une deuxième raison qui explique la popularité du jeu de rôle est sans doute sa diffusion sur des plateformes numériques telles que Twitch. Son apport est non négligeable puisque la visibilité qu'une telle plateforme gratuite a permis à plusieurs joueurs de faire le pas vers ce jeu qui peut paraître intimidant initialement. D&D contient tout de même énormément de règles, d'options de personnalisation et c'est un jeu qui demande un investissement de temps afin de comprendre comment fonctionne la base pour être capable d'avoir du plaisir en jouant. Cette quantité parfois impressionnante de choses à apprendre peut assurément rabrouer certains joueurs. Mais le visionnement de sessions de jeu sur Internet permet aux nouveaux initiés de prendre le temps de comprendre comment se déroule un combat, la résolution d'un casse-tête, d'autres facettes du jeu, avant de se lancer dans la création de leur propre personnage et de commencer une aventure. La diffusion sur le web a donc sans aucun doute démocratisé le jeu puisque ça a rendu le jeu accessible à une population qui avait un accès beaucoup plus restreint auparavant. Ça a aussi permis d'atteindre une population de non-initiés qui n'avaient pas encore mis les pieds dans les univers fantastiques qu'ouvre un jeu de rôle comme Donjons & Dragons.
Ce sont des univers qui ne sont pas exclusifs à D&D, évidemment. Ils sont même parfois repris dans d'autres produits culturels et des légendes ou des mythes folkloriques. Mais ce mélange de cultures, des différentes origines, peut aussi apporter d'excellentes histoires. Car au final, c'est l'histoire qu'on y raconte et que l'on crée autour de la table qui fait de D&D un jeu aussi plaisant à jouer. Il est aussi important de noter que ce ne sont pas seulement des joueurs qui consomment du contenu à propos de Donjons & Dragons sur Internet. Parfois, pour une personne qui ne s'est jamais intéressée à tel jeu avant, il peut être difficile de commencer à jouer puisqu'il faut se trouver un groupe de joueurs prêts à les accueillir. Pour plusieurs, l'écoute d'une campagne diffusée sur le web comme celle de Critical Role est suffisante pour apprécier le jeu. Il est donc maintenant possible de vivre le jeu sans y jouer. Et il ne faut pas oublier non plus la pandémie de COVID-19 qui est aussi responsable jusqu'à un certain point de la dernière poussée en popularité du jeu. Puisqu'il demande un investissement de temps afin d'être appris, les 2 dernières années et leurs multiples confinements forcés ont pu donner les heures nécessaires pour consommer du contenu produit par des professionnels ou pour prendre connaissance de la documentation disponible à propos du jeu. Cela peut d'ailleurs être corroboré par l'augmentation de la vente des livres sources en 2020 et en 2021. Cette augmentation est clairement marquée dans les chiffres d'affaires de la compagnie qui publie les livres Wizard of the Coast. Bref, les confinements ont donc permis aux gens de prendre le temps de se renseigner, d'écouter des campagnes et surtout de se trouver d'autres amis et d'autres joueurs afin de commencer leurs propres aventures. On peut aussi noter l'apparition de différentes plateformes numériques pour faciliter le jeu à distance. La majorité existait déjà bien avant la pandémie, mais la nécessité s'est faite drastiquement ressentir lorsque nous avons tous été obligés de couper les contacts de proximité. On peut comparer cela à la montée en popularité ou en nécessité, si on veut, de plateformes comme Zoom ou Teams. L'équivalent existe donc pour les jeux de table. Pour terminer, Donjons & Dragons est un jeu qui célébrera dans quelques années son 50e anniversaire de création et il n'a jamais cessé d'évoluer depuis. La raison pour laquelle D&D est toujours aussi populaire et présent dans le monde du jeu de rôle sur table peut être attribuée à son évolution. Et aussi à quelques petits coups de pouce de la vie, comme la pandémie de COVID-19. Sa diffusion et son accessibilité sur Internet ainsi que la possibilité de personnaliser chaque instant sont non négligeables et lui ont permis de regagner le terrain perdu durant les années 80 et 90. Et Donjons & Dragons trône aujourd'hui au sommet de sa gloire. J'espère que cette petite introduction vous aura donné la piqûre et vous intéressera à découvrir un peu plus l'univers de Donjons & Dragons. Bonne aventure!